Polysécure. À cet épisode, je suis avec Marie-Ève. Bonjour. Et nous allons parler de la sécurité des PME. Il est sorti un article dans la presse qui parle justement de l'état un peu triste de la sécurité des PME, puis dans quel point ils sont un peu mal en point. Donc, Marie-Ève va nous en parler. En fait, la presse a fait un article par rapport à un sondage que la FCEI a publié. Ils ont sondé 3040 responsables de PME par rapport à la sécurité informatique. Puis, ils ont répondu sur divers sujets. En fait, là, on se rend compte, en gros, que bien que avant la pandémie, avant le COVID, déjà, les PME ont des ressources limitées et des connaissances limitées dans certains secteurs aussi. Puis, avec la COVID, ben, ça amène son lot de défis côté sécurité informatique, vu le télétravail. Puis, ça a créé une hausse d'inquiétude là, chez les responsables des PME. En fait, là, 56% des PME ont des craintes par rapport à la sécurité de leurs informations. Et 17% d'entre elles rapportent une cyberattaque qui a échoué. Donc, c'est quand même 516 répondeurs qui ont été ciblés par une cyberattaque. Et 5% des attaques ont porté fruit, donc ont fonctionné. Donc, ça représente 152 répondants. C'est quand même beaucoup. C'est un risque qu'on veut quand même pas prendre. Puis, une victime sur deux a eu des pertes financières. Donc, on se retrouve encore dans un contexte malheureusement pas optimal à cause de la COVID, mais c'est sûr que le télétravail a augmenté les besoins en sécurité informatique parce qu'on transige des informations qu'on ne transigeait pas auparavant. Donc, la PME est un peu sans repère devant cette situation-là. Donc, on voulait parler un petit peu de ce sujet-là pour voir qu'est-ce qui peut s'offrir comme solution, puis comment qu'on peut quelle action qu'on peut prendre pour limiter le risque. Donc, Nicolas Laïc, on commence par où? Ben, c'est très vaste, le milieu de la sécurité lui-même. Un des éléments principaux, puis on entend souvent dans le discours public où puis les PME sont un peu là-dedans, on n'a rien à cacher. La réalité, c'est qu'on a tous quelque chose à cacher parce que si on n'avait rien à cacher, on ne cacherait pas nos listes de clients, on ne cacherait pas notre formule secrète de production qui nous aide à être meilleur, plus performant, qui nous aide à être différencié sur le marché. Donc, dès lors, c'est quand même un élément, un différenciateur très important dans lequel on va protéger. Là, les vecteurs actuels, puis j'imagine que l'article doit faire référence énormément à ce volet-là. Il parle de 152 sur les 3040 qui ont été sondés, qui ont été touchés, probablement par des rançons logicielles. C'est la vague qui est la plus importante et la plus visible des attaques. Pour moi, je l'ai vu en grande entreprise. On a vu dans les médias beaucoup de petites entreprises des PME qui ont été affectées par ça ou des des éléments comme même des PMI à ce moment-là. Ou en tout cas, je sais pas, au Québec, on appelle ça, mais les micro-entreprises comme les dentistes, les notaires, les bureaux d'avocats de petite envergure qui ont des systèmes informatiques qui sont affectés par ce genre de choses. Parce que les gens sont toujours dans un contexte où ils prennent l'informatique comme si c'était à la maison et non comme si c'était en entreprise. Oui, principalement les rançons logicielles, mais aussi quand même une bonne partie des attaques, c'était un fournisseur un email qui incarnait un fournisseur puis qui demandait le paiement d'une facture X. Là. Fait qu'il y a quand même ça aussi qui avait comme attaque particulièrement assez ciblée pour qu'on l'évoque là dans l'article. Fait que c'est quand même aussi notable. Oui, ben ça, puis ça cible beaucoup plus les entreprises, puis probablement les plus petites entreprises, parce que je n'ai jamais vu en grande entreprise ce genre d'attaque-là spécifique. Il n'est pas exclu que en grande entreprise, c'est ça, mais c'est pas le même genre de manœuvre qui est effectuée, qui soit des transferts de fonds, soit ce qu'on appelle du spear phishing en anglais. Là, en français, je pourrais pas le traduire, à part du fait que l'hameçonnage, c'est le phishing, le spear phishing, j'ai aucune idée. Genre, je lançais un harpon, du harponnage à la limite. Donc, c'est des spams qui sont ou des courriels qui sont vraiment bien faits pour tromper les gestionnaires de PME, qui sont faits pour les amener à prendre des décisions économiques qui vont
dans le fond, les desservaient et de transférer des sommes monétaires dans des fonds qui sont pour le malveillant dans ce cas-ci. Fait que l'exemple que tu donnes était effectivement dans cette mesure-là, parce que c'est des attaques qui sont ciblées. Un des éléments qui revient souvent, puis en PME, on l'entend autant au niveau personnel, pourquoi il attaquerait moi? Il attaque moi parce que j'ai de l'argent. Il attaque moi parce que j'ai quelque chose qu'ils peuvent voler. Donc, dès lors, à ce moment-là, on a quelque chose à voler, quelque chose que quelqu'un peut se servir gratuitement dans le travail qu'on a effectué. Puis c'est un peu ça, malheureusement, le vol, c'est de prendre le travail de l'effort et le temps que quelqu'un d'autre a mis dans le développement de son entreprise, voler ce capital-là et cet argent-là et sans trop d'efforts partir avec. C'est très triste. C'est très triste que les PME sont sous-outillés pour ce genre de choses-là. Là, je vais faire un shameless plug dans le chose. Nous avons un conférencier au Sécur qui, justement, arrive de cet univers-là, du monde plus des PME, qui, justement, arrive avec un regard très intéressant. Steve Lavoie. On aura dans son show note un lien vers sa compagnie à lui, dans lequel il s'adresse davantage aux PME, justement pour les aider à mieux s'outiller et à mieux avancer dans ce genre de choses-là. Lui, son axe de réflexion, c'est d'utiliser des cadres normatifs gratuits qui sont largement disponibles pour aider les PME à évoluer, à ne pas avoir à payer très très cher les consultants qui en sécurité et vu la rareté actuelle sont effectivement excessivement chers ces consultants-là. Donc peut-être en dehors de la portée financière des PME, mais ces cadres normatifs-là gratuits sont quand même disponibles et ils sont accessibles et compréhensibles par les gens en TI en général. Oui, c'est intéressant parce que les ressources financières, déjà là, en PME, c'est de prime abord limité, mais en contexte de COVID, il y en a qui s'en sont bien sortis, il y en a qui s'en sortent un petit peu moins bien. Fait ensuite, de là à se dire, ben oui, en plus, on va investir dans la sécurité informatique, là, des fois, c'est un petit peu fabuleux d'y penser. Donc, de voir qu'il y a des solutions comme ça qui sont plus accessibles, là, c'est intéressant. Entre autres, qui sont malheureusement mal diffusés pour les gens en PME, puis sont mal connus. Puis en PME, là, moi, je suis dans un univers de services, des choses comme ça, dans lequel la sécurité est beaucoup plus présente, l'informatique est beaucoup plus présent. Par contre, en PME, puis probablement, ton expérience est davantage représentative de ça dans le milieu industriel. L'informatique n'a pas la même connotation que dans le milieu des services, où le fait l'informatique est comme à la limite secondaire dans l'opération de la business, même s'il est largement utilisé pour les communications, pour les choses comme ça, fait qu'on le voit pas, on le voit comme un téléphone, on le voit comme un système utilitaire qui nous aide à aller plus loin, mais qui n'est pas comme fondamental à la mission, comme dont la plupart des clients que j'ai en général sont beaucoup plus grands et l'informatique fait finalement partie de la mission. Donc, c'est vraiment plus difficile pour ces entreprises-là de comprendre, puis c'est très abstrait qu'on peut se faire voler sans qu'on se fasse voler, parce que quand on se fait voler en monde virtuel, quelqu'un peut arriver en monde virtuel, voler ce qu'on a et ne pas laisser de traces apparentes et s'en aller avec, contrairement dans le monde physique, qui est déjà quand même assez complexe à sécuriser, où là, on doit défoncer une porte et voler avec des équipements de façon réelle ou voler de l'argent de façon réelle. Donc, c'est un peu un concept un peu plus difficile à maîtriser, qui est plus abstrait, puis comme on le voit pas, comme c'est pas perceptible, à moins de voir l'argent s'enfuir de notre compte de banque, on le sent pas. Malheureusement, pour les PME, comme les gens qui se font voler dans leur résidence, ils n'installent pas de système d'alarme ou ne mettent pas les assurances en conséquence tant qu'ils ne sont pas fait voler une première fois. Parce que tant qu'on n'a pas goûté la douleur de se faire voler, on a l'impression que c'est arrive juste aux autres, que c'est juste de la fantaisie et que c'est un peu farfelu. Donc, le senti n'est pas tout à fait là. Oui, effectivement, tu sais, oui, il y a le rançon du ciel qui fait que ça peut nous coûter de l'argent, mais ça nous coûte aussi énormément de temps.
On est tous limités dans nos capacités. Il y a 24 heures dans une journée, malheureusement. Donc, ça prend énormément de temps pour quelqu'un qui se fait attaquer puis qui est pas outillé pour lui répondre qu'ils doivent investir beaucoup de temps. Puis, dans l'article là, auquel on se référait, là, il y en a qui disaient 67% des victimes là, disent avoir perdu du temps, puis même 61% estiment que leur bien-être émotionnel a été affecté. Fait qu'il y a quand même des impacts au-delà du financier aussi. Là. Tout à fait, parce que ça a créé effectivement un traumatisme, surtout dans un cas d'une PME, quand les moyens de production sont arrêtés, quand l'entreprise est arrêtée pendant ce genre de situation-là. Et dans un contexte de COVID, c'est d'autant plus dramatique parce qu'on est dans un contexte de précarité accentuée, encore plus pour les PME. Donc, dans ce contexte-là, c'est d'autant plus dramatique qu'une situation imprévue arrive et vienne déstabiliser les moyens de production, viennent déstabiliser la capacité à la PME de produire ses services, donc de générer des revenus et de payer les employés, de tout ce que ça comporte comme situation. C'est assez dramatique. Mais en même temps, c'est là où on vit dans un contexte où c'est là où ça devient difficile à expliquer aux gens. C'est comme une police d'assurance dans un contexte où la probabilité d'incident est grave. Puis c'est un peu, puis la réflexion, puis on va mettre une image peut-être un peu grossière. C'est comme si quelqu'un dit « Ah non, mais je prendrai jamais d'assurance auto parce que j'ai jamais eu d'accident. » On ne sait jamais quand on va avoir un accident d'auto, c'est pas prévisible. Puis c'est pas tout à notre responsabilité, c'est pas tout à notre faute non plus parce qu'on a un accident. Parce qu'il y a peut-être un chauffeur qui est arrivé qui nous a rentré dedans et le fait que les assurances nous permettent justement de réparer le véhicule qui, quand même, de point de vue individuel, est assez cher à réparer. Point de vue entreprise, un arrêt d'une chaîne de production peut être excessivement dispendieuse. Tous ces éléments-là peuvent être excessivement dispendieux en termes d'arrêt de travail. Si c'est pas que la liste des clients ou la liste des fournisseurs a été volée, ou dans certaines entreprises où la formule secrète qui donne la valeur à cette entreprise-là a été littéralement volée, et ensuite se retrouve à être vendu ad nauseam dans le dark web. Là. Donc oui, effectivement, ça a des coûts faramineux. Puis bien qu'on aurait comme une entreprise comme Steve Lavoie pour aiguiller les PME, mais si on veut s'en sortir tout seul puis mettre des choses nous-mêmes en partant de zéro, d'un matin, on commence par quoi? Ben, l'élément de base, puis ça, je vais être un peu plate, c'est de faire affaire avec un expert. C'est comme quand on fait affaire à un électricien ou un plombier. Moi, j'ai zéro connaissance là-dedans, c'est pas mon univers. Ou d'autres sphères, disons, de la construction qui sont beaucoup plus faciles à voir, dans lesquelles il faut des spécialités. Faut faire affaire avec quelqu'un qui s'y connaît. Ça demeure, puis là, on s'en lâche pas quelqu'un spécialisé en sécurité, mais quelqu'un qui avec un bon background en TI, qui a des connaissances en sécurité et qui est capable d'utiliser, disons, les points de référence dont Steve va faire référence, qu'on va mettre dans les show notes de l'épisode dans lequel vous allez pouvoir vous référer. De s'appuyer sur ce genre de choses-là est déjà quand même un bon guide. Il y a des éléments d'hygiène de base qui sont largement diffusés sur Internet que le gouvernement canadien, à travers le CCC, rend disponible. Le gouvernement du Québec est un peu plus lent à rendre disponible au grand public ce genre d'informations-là, mais au moins au fédéral, on a déjà des choses en français et en anglais qui peuvent nous guider à prendre des décisions. C'est sûr que quand on est dans une petite entreprise dans 5 personnes, c'est plus compliqué faire ce genre de choses-là, mais il ne faut quand même pas négliger parce que, surtout si j'imagine que vous avez 5 personnes, il est fort probable que vous utilisez les TI de façon assez importante. Puis je pense que Marie-Ève, tu étais dans des contextes comme ça, de vraiment de très petites entreprises où l'organisation TI était pas très élevée, mais quand même, l'informatique avait une valeur importante à l'entreprise. Pas une valeur au sens où ça permettait à l'entreprise de fonctionner, mais une valeur où ça permettait de tout l'administratif de l'entreprise de coûter moins cher et d'être moins pesant sur les gens qui le faisaient, donc d'aller plus loin.
Oui, effectivement, n'importe qui, je pense que d'un matin, nos ordinateurs ne s'ouvrent pas ou nos fichiers de suivi ou nos outils de travail ne s'ouvrent pas, puis on a notre journée qui va pas bien parce qu'on n'est pas efficace. Donc, c'est sûr qu'on dépend énormément de tout ça. Quand on commence par une bonne hygiène, que tu disais, là, des bonnes pratiques de base à mettre en cybersécurité, c'est quand même accessible sur Internet. Là. Le CCC, Nicolas, juste me rappeler, je me souviens plus de l'acronyme. Je sais pas plus que ça. Je me rappelle juste de ça. C'est genre le Cybersécurité Canada, quelque chose. Fait que dans ce cas-ci, c'est un peu le défaut d'apprendre ces acronymes-là par cœur puis pas de savoir ce que ça veut vraiment dire en dessous. Mais ça va être dans les show notes. Fait que vous allez pouvoir les consulter. Ça va être disponible si vous voulez y revenir. Puis ils ont une panoplie de ressources disponibles pour les PME, les gens à la maison et ainsi de suite. Fait qu'on a quand même des outils très intéressants ou une approche très intéressante. Puis peut-être pour faire un parallèle, puis ça peut-être aider les gens aussi à faire un lien avec ce genre de choses-là. Même si dans le monde virtuel, on a l'impression qu'on n'est pas vulnérable, qu'on n'a rien à cacher ou qu'on n'a pas rien à protéger. Il faut toujours ramener dans un contexte d'analogie dans le monde réel. Puis j'utilise régulièrement en conversation parce que des fois, indépendamment des clients que j'ai eus et de leur envergure, ils ont toujours, oui, non, mais c'est pas grave. Et la réalité, c'est que c'est toujours grave dans la mesure où l'information à protéger elle a une importance, elle a une valeur et ainsi de suite. Et on a des maisons, on met des serrures sous nos portes à la maison, justement pas que les intrus rentrent. On a chacun des petits secrets qu'on ne veut pas divulguer aux autres, qu'on ne partage pas à tout le monde. On a on verrouille nos portes de nos autos, on a plein de choses dans le monde réel dans lesquelles on fait attention, dans lesquelles on protège parce que c'est tangible, on est capable de le voir, on est capable de comprendre pourquoi on fait ça. Dans le monde virtuel, c'est la même chose, c'est juste un peu plus abstrait. Fait que nos données, nos listes clients, même si c'est juste un chiffrier Excel, ce chiffrier Excel-là, s'il quitte l'entreprise, ben, il peut avoir des dommages très importants sur la viabilité et la continuité de l'entreprise, quitte à ce que ce soit un concurrent qui mette la main dessus parce qu'il l'a trouvé dans le dark web ou qui lui-même l'a décidé de le voler. Puis ça, l'espionnage industriel n'est pas extra non plus. Donc, il aurait fait ça. Donc, il est capable de vous solliciter vos clients et ça allait avec vos clients. Et ne fait pas l'effort réel de construire la relation avec les clients dans laquelle les entreprises font. Puis ça coûte cher de construire une relation client. Je travaille à mon compte, donc j'ai une bonne idée de comment ça coûte. C'est cher, ça prend du temps, la confiance et ainsi de suite. Donc, c'est très, très important. Se faire voler ça, c'est une douleur. Puis même à certains égards, quand le président Desjardins a déclaré la fuite en 2019, en juin 2019, quand il a dit qu'un de ses propres employés l'a trahi en vendant les informations, on a clairement vu dans l'intensité de son message à quel point il s'est senti trahi en tant qu'individu parce qu'on s'est fait voler quelque chose chez soi. Donc, ça fait mal. Puis, il faut se rappeler ça, que ce qu'on a, on y tient. Puis, nos entreprises, on y tient. Puis, comme je suis comme je suis un micro-entrepreneur, si on veut, je trouve ça très important que les PME au Québec se défendent bien, puissent vendre leurs produits. Puis ça, c'est une chose, puis c'est leur milieu d'autres, mais qu'ils soient capables de défendre leurs connaissances, soient capables de défendre leur liste de clients, ils soient capables de défendre ce qui leur permette d'être distincts, d'exister et de continuer à être un acteur important de la prospérité du Québec et du Canada. Je peux faire un petit parallèle là, avec la santé et sécurité au travail parce que mon père a travaillé longtemps dans les usines, puis il m'a toujours dit le jour où tu vas arrêter d'avoir peur, tu seras plus sécuritaire. Puis moi, j'ai toujours gardé ça. Fait que le jour où on va arrêter d'avoir peur de se faire voler nos données, on va devenir plus négligent. Fait qu'il faut
quand même prendre ce risque-là, puis être conscient de ça, puis de se prémunir contre ça. Fait que je pense que une bonne chose pour commencer, c'est de cibler exactement les informations qui sont confidentielles. Puis oui, il y a nos recettes secrètes, les informations confidentielles clients-fournisseurs, mais il y a aussi les informations qui peuvent être prises dans un contexte, hors contexte, qui peuvent nuire à la réputation d'entreprise et tout ça. Donc, cette information-là est stockée où? Elle transige par où? Et qui a accès? C'est déjà des questions de base, là, je crois, qui sont quand même, somme toute, importantes. Tout à fait. Puis de toute façon, comme là, tu amènes le moyen financier. Puis celui-ci est probablement le meilleur exemple tangible que les entrepreneurs peuvent comprendre. C'est les données qu'on a sont comme l'argent dans notre compte de banque. Donc, si on ne les protège pas adéquatement, ils vont se faire voler et ont des conséquences sur nous comme entrepreneurs. Donc, c'est très important d'y faire attention. C'est très important d'y cajoler et des protéger adéquatement, même si on a l'impression que c'est chill, c'est correct. Un des exemples pour un petit entrepreneur, ça peut-être paraître des moyens financiers différents, mais ce qu'on fait personnellement sur notre navigation web ne doit pas être fait sur un ordinateur dans lequel on manipule des données de notre entreprise. C'est un élément de base et ainsi de suite. Tout est un peu dans cette perspective-là où on doit séparer nos vies personnelles et professionnelles parce que quand les deux se touchent et si un des deux se trouve être infecté par un virus, par un rançongiciel ou par un peu importe ce qui a lieu, ça va avoir des impacts sur les deux, ça va voler nos données. Puis si on veut vraiment aller dans des choses peut-être un peu plus techniques au niveau des recommandations, on revient toujours antivirus, mise à jour de vos logiciels, tous vos logiciels. Si vous économisez sur les mises à jour parce que vous devez payer une mise à jour, vous faites mal et vous allez payer plus tard les dommages qui sont. Et quand on paye avec les intérêts et on paye très cher ce qui s'ensuit. Je connais panoplie d'entreprises qui n'ont pas voulu mettre à jour leur logiciel et ce qui est arrivé au final, ils en ont payé le prix. Et ce qui leur a coûté pour être $50 par poste, si on leur redistribue, il leur a coûté peut-être $1000 par poste par la suite. Fait qu'à ce moment-là, c'est quand même des réflexions à avoir de ce côté-là. Puis c'est un coût de faire des affaires aussi. Puis c'est aussi ça un peu que certaines entreprises, puis c'est aussi bien dans les grandes entreprises, mais tu sais, les entreprises, les gens vont essayer de rogner sur les coûts. Quand on économise sur des choses essentielles, si on économise sur des choses de sécurité, on se finit par se faire rattraper et ça vient nous mordre les mollets. Je pense qu'il y a quelque chose qui est non négligeable aussi là, avec toute la flambée des rançongiciels qu'on voit passer. Tout simplement la sensibilisation à la gestion des courriels. Je pense que juste ça a fait une grosse différence pour déjà mettre une grosse barrière à ça. Si tout le monde, tout un chacun est sensible à la gestion de ses courriels, aux rançongiciels, aux courriels qui sont un petit peu plus douteux, ben on vient de couper là une menace à la source. Entre autres choses, les courriels étant le vecteur actuel principal par les malveillants, ce vecteur-là est utilisé justement pour infecter. J'avais justement une réponse que je faisais à un de mes collègues cette semaine, puis c'est amusant, sur laquelle je disais que le vecteur principal de l'infection à l'heure actuelle, c'est les malveillants, ce qu'ils veulent, c'est que les gens s'infectent eux-mêmes. Fait qu'ils leur envoient un fichier sur lequel ils s'infectent eux-mêmes. Donc, les gens sont partiellement responsables de leur malheur parce qu'ils ont été trop curieux. Ils ont ouvert un fichier qui, normalement, aurait dû soulever des soupçons minimaux. Donc, c'est un peu ça aussi. Puis l'éducation est très importante parce que si les gens arrêtaient d'ouvrir des fichiers qu'ils n'ont pas d'affaire à ouvrir, je crois que les malveillants vont changer de stratégie. Mais au moins, pendant un certain temps, ils vont devoir travailler plus fort parce qu'à l'heure actuelle, ils nous donnent dans les mains l'outil. Allez, infecte-toi, citoyen, et toi, tu prends l'outil et tu t'infectes toi-même. Dans ce cas-ci, c'est un peu louche. Si au moins on peut arrêter ça, qu'on doit faire qu'ils travaillent parce que c'est très, 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 très dispendieux. Développer des outils ou des moyens d'infection automatiques. Le fait qu'on laisse dans les mains des gens de s'infecter eux-mêmes, c'est très peu dispendieux pour les malveillants. Et ils font un argent fou avec ça. En récoltant des rançons, oui, mais ils revendent l'information. Puis ça, faut arrêter de se leurrer. Si vous demandez une rançon,
il est trop tard, ils ont déjà volé l'information. Parce qu'ils vont faire 2, 3, 4 fois de l'argent sur vos données. Le fait qu'ils vous demandent une rançon, c'est juste une des options. Sinon, ils vont revendre sur le marché noir, sur le dark web, ad nauseam et à plusieurs itérations. J'ai un de mes amis, justement, qui est spécialisé là-dedans, puis c'est ce qui spécifie, c'est qu'il y a comme des niveaux, mais bon, il va extraire le jus au maximum de vos informations. Puis généralement, c'est ça qui est terrible, c'est que ça va prendre 3, des fois 4 ans avant que cette information-là devienne visible dans le dark web ou soit balancée plus publiquement. Et à ce moment-là, comme entreprise, vous allez être complètement démolie. Mais toutes les années qui ont précédé, cette information-là était accessible à vos concurrents. Cette information était disponible à tout le monde sur le dark web à qui vous voulez la payer. Et ça ne coûte malheureusement pas très cher, cette information sur le dark web, donc très accessible pour les choses. Et ils se font des milliards de dollars, ces gens-là, sur notre dos, sur nos PME. Fait que, payez pas rançon. Puis si vous vous êtes rendu à devoir payer une rançon, hygiène, backup, sauvegardez vos informations sensibles ailleurs. Assurez-vous d'être capable de fonctionner. C'est vraiment des éléments de base qui sont très importants. Puis justement, pour faire un pied de nez à ces malveillants-là, pour être capable de dire non, je ne paierai pas ta rançon parce que j'en ai rien à faire de payer ta rançon, je suis capable de fonctionner, même si tu as atteint mes choses. Puis dans tous les cas, en contexte de rançongiciel, on est un peu en gestion de crise. Puis dans ce cas-là, je pense que c'est mieux de se référer aux professionnels du domaine parce que oui, il y a des contextes particuliers, des informations particulières. Puis je pense que en contexte de crise, on n'est peut-être pas apte à prendre des décisions par rapport à un domaine aussi spécialisé, la sécurité informatique. Effectivement, surtout en gestion de crise, c'est beaucoup plus complexe. Puis en même temps, les entreprises en sécurité font beaucoup d'argent avec ces situations-là aussi. C'est bien et c'est pas bien. J'ai un certain malaise parce que les gens vont profiter de l'occasion du malheur des uns pour faire de l'argent sur ceux-ci. Une fois qu'il est trop tard, je suis beaucoup plus dans le volet de prévention. C'est pour ça qu'entre autres, le podcast existe justement pour être capable de diffuser aux gens, au moins d'éveiller la conscience des gens à être capable de prendre des mesures minimales. Puis dans ce cas-ci, les PME, de prendre des mesures minimales pour éviter d'arriver dans un contexte de crise. C'est sûr que quand on est dans un contexte de crise, moi, si ma maison prend feu, je vais appeler des pompiers. Je ne me lancerai pas là-dedans. Si mes tuyaux explosent dans ma maison, je vais appeler un plombier justement pour me sortir du pétrin. Même si je suis capable de faire un minimum de ma plomberie, il n'y a rien comme le travail d'un vrai professionnel. Il faut la plomberie, puis ça va être plus durable et probablement ça me pose bien des problèmes si je fais affaire à un plombier que si je m'improvise moi-même dans le fait de faire ma propre plomberie, comme de faire ma propre électricité et ainsi de suite. Là. Avec une panoplie de choses comme ça aussi, il ne faut pas peut-être pas s'improviser non plus. Là. Donc, si je résume, premièrement, être conscient du risque et ensuite cibler les informations qui sont sensibles et à protéger, s'informer par les ressources qu'on a en ligne, comme le CCC, qui peut nous aider à mettre déjà des choses en place. Et se référer évidemment là aux professionnels, des fois avec des solutions un petit peu plus adaptées aux PME comme la compagnie de Steve Lavoie, ou en contexte de rançongiciel, de se référer à un consultant des fois in extremis, mais vaut mieux tard que jamais pour gérer des situations particulières. Est-ce que ça résume bien les propos qu'on a eus par rapport au sujet? Ça résume très bien, puis tout, à mon sens, il faut mettre beaucoup d'énergie en prévention parce que les dommages qui peuvent avoir lieu dans le cas d'un incident sont extrêmes, surtout dans le monde virtuel. Donc, faites cet effort-là. Il y a beaucoup de ressources disponibles. On va en mettre sur le site du podcast. Si vous avez des questions, les courriels sont sur notre site. Posez-nous des questions, ça va me faire un énorme plaisir de vous référer à des professionnels qui sont adaptés à votre contexte et justement pour vous aider, vous aiguiller à rehausser votre sécurité. Puis c'est curiosité minimale,
Je pense qu'on a une bonne clé, là. Donc, continuons la sensibilisation. Puis, nous allons continuer de partager des situations qui se passent dans l'actualité par rapport à la sécurité informatique. Si on a d'autres pistes de solutions par rapport aux mesures que vous pouvez prendre en tant qu'entreprise, on va continuer d'en parler aussi, ou même à la maison en tant qu'individu. Donc, Nicolas Lick, pour moi, ça serait la conclusion. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Rajoutez le fait que si vous avez des questions, envoyez-nous un courriel, écrivez-nous sur les médias sociaux, là, sont tous disponibles sur notre site. Ça va nous faire plaisir soit d'en discuter directement avec vous référer à des gens qui vont être capables de vous aider, ou sinon peut-être d'aborder les sujets qu'on n'a peut-être pas suffisamment abordés ou creusés selon vos besoins, qu'on va ramener dans un futur podcast. Vous êtes un peu notre boussole sur la façon dont on doit orienter nos discussions. Bien, on attend vos questions et sur ça, on vous souhaite une excellente journée. Soyez en sécurité.